nous allons parler comme prévu de la légitimité et d'occuper pleinement sa place. Alors, la légitimité, elle est souvent énoncée par les personnes dont je ne me sens pas légitime de m'installer comme indépendante. Je ne me sens pas légitime dans ce travail. Et c'est souvent lié, ce mot, à je n'ai pas le bon diplôme ou je n'ai pas les compétences, les capacités. Mais derrière ça, derrière cette façade, il y a souvent un autre sentiment qui est de ne pas être à la hauteur, qui vient, ou un sentiment, j'ai envie de dire peut-être, de honte, de culpabilité, de blablabla. Donc, nous allons travailler la légitimité et aussi revient souvent dans ce que les gens aiment travailler, c'est j'aimerais occuper ma place et vivre ma vie. Alors quand on me demande j'aimerais vivre ma vie, je pose toujours la question et vous pouvez vous la poser. Si tu ne vis pas ta vie, tu vis la vie de qui alors? Est-ce que mon destin est lié au destin d'un ancêtre auquel je n'arrive pas à me défaire, dont je n'ai peut-être pas conscience, mais dont certains mémoires, comportements m'empêchent d'être, donc ce que nous allons regarder. Donc, légitimité et occuper pleinement sa place sont deux choses qui sont bien souvent liées. Alors, quels sont les paramètres qui peuvent faire que je me sens illégitime ou que je n'arrive pas à occuper ma place? Donc, on peut regarder 2 voire 3 axes. Le premier qui est qu'est-ce que j'ai engrammé à ce sujet depuis que je suis née. Le deuxième, ce sera quel destin de mes ancêtres influence la manière dont moi je me sens aujourd'hui. Et il y a aussi qu'est-ce que l'environnement collectif fait comme projection sur la situation dans laquelle moi je ne me sens pas légitime. Donc, dans les histoires que nous avons engrammées nous-mêmes, il y a comment j'ai été accueillie à ma naissance, qu'est-ce qu'on raconte à propos de ma naissance. Donc, par exemple, si dans ma famille on dit « Ah oui, mais voilà, c'était un accident », comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que j'étais un enfant désiré, pas désiré? Comment donc mes parents m'ont accueilli? Comment ma fratrie m'a accueilli? On pourrait même regarder comment s'est passée la grossesse, etc. Donc, comment j'ai été accueillie et surtout, qu'est-ce que l'histoire a raconté après et que j'ai pris pour vrai. Donc, si mes parents, par exemple, avaient envie d'une fille et que moi je suis un garçon, comment j'ai engrammé peut-être l'instant de déception qu'il y a eu à la naissance? Zut, c'est encore un garçon. Alors parfois c'est le premier enfant et on se dit que ce soit une fille ou un garçon, ça n'a pas d'importance. Mais quand ce sont les suivants, si j'ai déjà un garçon ou que j'ai déjà une fille et que je suis parent et que j'attends alors un enfant de l'autre sexe, ça va avoir une influence sur tout ce qui s'engramme pendant la grossesse et tout ce qui se passe à la naissance. Nous sommes aussi dans un monde où, à notre époque encore aujourd'hui, dans certains pays, il y a plus de reconnaissance si on est né garçon que si on est né fille. Il y a déjà, je crois que c'est en Chine, qu'on tuait ou qu'on tue encore les enfants quand ils naissent filles parce qu'ils ne peuvent pas avoir beaucoup d'enfants et il vaut mieux avoir un garçon qu'une fille. En Europe et dans nos familles, ça se passe aussi, où on peut avoir une fille, 2 filles, 3 filles, 4 filles, et puis seulement le garçon qui arrive. Donc, je vous laisse juste imaginer qu'est-ce que ça produit, non pas sur le premier, bien sûr, mais sur le deuxième, et puis sur le troisième, qui est encore une fille, qu'on attend un garçon. Je ne vous parle pas du 4e, et puis cet enfant prodige qui arrive juste après, et qui fait qu'on en oublie presque les autres, qui amènent la réjouissance et le fait qu'on ait enfin ce qu'on veut, mais qui, à nouveau, appuie sur le fait que les autres, ils ont été juste là au service de ce dernier qui arrivait et qu'on attendait tant. Donc, regardez quelle était
je veux dire, l'accueil de vos parents, qu'est-ce qui se passait dans votre famille au moment de votre naissance par rapport à comment est-ce que vous avez été accueillis. Donc, il y a les parents et ensuite, il y a la fratrie. Est-ce que je suis l'aîné? Dans ce cas, je n'ai pas dû être... je parle toujours au moment de la naissance. Hein, je n'ai pas été confrontée au regard de mon frère ou de ma sœur s'il y avait un ou plusieurs enfants avant moi. Si je suis le premier, le deuxième, le troisième de la fratrie, comment les aînés m'ont accueilli? Est-ce que j'ai vécu toute mon enfance avec un frère jaloux de ma présence et qui m'a fait sentir combien j'étais de trop et qui peut-être même dans sa vie d'adulte me fait toujours sentir combien je ne suis pas le bienvenu? Est-ce que c'était une sœur qui était jalouse? Est-ce qu'il y avait aussi une différence est-ce que je suis née, je vais dire, de manière neurotypique? Ou est-ce que, par exemple, il me manque une main, j'ai un handicap, dyslexie, dyscalculie, etc., qui a fait que ça a posé un problème dans la famille. Donc, quelles ont été toutes les interprétations que moi j'ai déjà engrammées dans ma propre vie qui fait que je me suis sentie plein et accueillie pleinement comme j'étais ou qui ont fait que je me suis diminuée, rapetissée, rabaissée, coupée de parties de moi pour continuer à pouvoir faire partie du système dans lequel je suis née et dans lequel j'étais moyennement accueillie. Alors, toujours dans ce système, il y a aussi la manière dont les parents critiquent ou pas leurs enfants. Et on est dans une société où on nous apprend énormément le jugement, on nous apprend à rentrer dans des cases. Il y a énormément de critiques aussi sur les enfants dans les écoles. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu comme jugement, que j'ai pris pour vrai? Qu'est-ce que j'ai gobé comme mensonge, comme jugement, comme projection des autres qui fait qu'aujourd'hui, pour correspondre encore et toujours à cela, peut-être pour toujours appartenir à ou au système, je continue à perpétuer dans ma vie. Donc ça, c'est une partie, je veux dire, qu'on peut regarder, il y en a sûrement encore plein d'autres par rapport à être légitime, occuper sa place, c'est la naissance, comment j'ai été accueillie par mes parents, par ma fratrie, quels étaient les jugements, à la maison, à l'école, etc. Dans la fratrie, il faut encore ajouter une chose, pour la partie plutôt occuper sa place, est-ce que je suis bien l'aîné ou est-ce qu'avant moi, il y avait une fausse couche? Je vous ai fait ici quelques dessins pour vous montrer que ce n'est pas la même chose. Ici, vous pouvez voir un homme, une femme, donc les parents qui ont un enfant et donc il est bien l'aîné. Ici, les parents ont d'abord eu une fausse couche et puis un deuxième enfant. Ce deuxième enfant, en général, comme c'est le seul vivant et c'est le seul qui est visible, on va dire c'est le premier, or qu'en fait c'est le deuxième. Donc c'est aussi important dans le côté occuper sa place, c'est regarder est-ce que je sens que je suis le deuxième et quand je dis ça c'est léger pour moi et donc ok je prends ça, ou est-ce que quand on me dit que je suis premier c'est lourd. Donc fausse couche et puis un deuxième qui est arrivé. On peut aussi avoir un programme dont j'ai déjà parlé, je crois, dans la vidéo précédente, ou en tout cas dans d'autres vidéos qui sont disponibles aussi sur YouTube, c'est l'avortement, qui est un sujet très délicat aujourd'hui, mais dans le transgénérationnel qui peut créer un programme de pourquoi est-ce que moi j'ai le droit de vivre et pourquoi est-ce que lui n'a pas eu le droit de vivre, donc bien ma légitimité d'être. Mais il faudrait rentrer plus en détail. Il y a aussi tous les programmes qu'on a reçus de admettons, voilà, cette femme est mariée à cet homme, mais a un enfant avec un amant. Et donc, on verra dans le transgénérationnel que ça devient souvent un secret de famille qui va peser sur les générations en génération, puisqu'ici, mon père n'est pas mon père. Et si ce n'est pas dit, ça crée quelque chose, parce que comment est-ce que cet homme-là, qui le sait, m'a reçu, va me recevoir, me reconnaît en donnant son nom, etc. On peut aussi avoir, et là on revient de nouveau au transgénérationnel, une femme qui a eu un enfant avec un homme qui
devient mère célibataire. Alors à notre époque, ça n'a plus d'importance, mais si ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère était mère célibataire, que l'enfant portait donc le nom de sa mère, il se peut que la pression de la société, parce qu'il y avait une pression sociale où on appelait ces enfants d'ailleurs des enfants illégitimes, où on les appelait des bâtards. Donc si je suis descendant de cette branche-là, où on a jugé mon grand-père, mon arrière-grand-père, ma grand-mère, peu importe, cet enfant de illégitime et de bâtard, on peut regarder qu'est-ce que ça a encore comme conséquence sur moi aujourd'hui qui arrive X temps ou X générations après. Dans le côté illégitime, il y a aussi toutes les branches où, pour une raison X, on a exclu une branche de la famille. Quand je suis descendant de cette branche qui est exclue, suivant la manière dont mes ancêtres auront pu ou pas l'assumer, parce que l'exclusion est un des événements les plus difficiles avec le meurtre, les secrets de famille, l'inceste, c'est un des éléments qui déstructure le plus un arbre et le plus une branche. Donc comment est-ce que j'ai encore cette mémoire en moi qui risque que moi aussi alors je vais créer peut-être un destin d'exclus ou que je ne vais jamais me sentir légitime nulle part. Donc comment est-ce que je vais pouvoir transmuter tout ça pour récupérer ma puissance d'être et être pleinement à ma place? On peut aussi se poser par rapport à la légitimité des questions ouvertes qui sont des outils. Demande et tu recevras. Donc on peut demander à la vie qu'est-ce que je dois percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait aujourd'hui d'être ou de me sentir, parce que nous sommes, mais en tout cas de me sentir légitime dans ma vie, dans mon travail, dans ma vie de couple, etc. On a aussi tous les programmes, c'est pour ça que je disais le troisième point tantôt, du collectif. Si je suis née en Inde dans la classe des intouchables, vous pouvez bien imaginer le programme que je vais engrammer puisque je n'ai même pas accès à l'école publique et rien que le mot intouchable, donc cette différence de classe sociale, va donner plus de validité à l'un ou à l'autre. Idem pour la couleur de peau, idem pour les rapports hommes-femmes. L'homme était d'office légitime. Les femmes, pour retrouver leur puissance d'être, elles ont dû et elles parcourent encore un chemin énorme aujourd'hui. Donc, l'accueil des parents, l'accueil de la fratrie, qu'est-ce que mes ancêtres ont vécu qui leur a peut-être donné une image dévalorisée d'eux-mêmes et quel est l'impact du collectif, par exemple, on a aussi la légitimité du diplôme. Si tu as un diplôme, tu es plus légitime que quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Donc ça, ce sont des croyances dans notre propre vie à éliminer. Plus j'élimine cette croyance, plus je permets à d'autres d'éliminer cette croyance et de donner un même statut à un savoir qui a été appris de manière autodidacte qu'à un savoir où on a reçu un papier qui validait nos connaissances à un certain moment donné de l'histoire. Puisque si j'ai étudié, moi, voilà, j'ai un diplôme de licencié en informatique, qu'est-ce que ce diplôme a encore comme valeur aujourd'hui, plus de 20-30 ans après, par rapport à l'informatique telle qu'elle est aujourd'hui? Donc, il y a comme ça dans notre société des choses qui nous légitimisent, mais où ce sont de nouveau des croyances que la société a créées pour créer un système de différence de salaire. Si tu es universitaire, tu as plus de salaire que celui qui est autodidacte, etc., etc. Il y a aussi dans la légitimité d'être un événement qui s'est passé en Europe, mais dont, qui est la guerre 40-45 pour le nommer. Donc tous ces génocides qui se passent ici ou ailleurs créent aussi ce problème de légitimité. Parce que quand je suis descendant de la partie, donc si on regarde 40-45, des juifs qui, parce qu'ils avaient une religion juive, devaient être exterminés, n'avaient pas le droit d'être,
vous pouvez imaginer ce que ça implique encore aujourd'hui pour les descendants dans le droit de se montrer, dans le droit de prendre la parole en public. Mais si on regarde les bourreaux aujourd'hui, la fierté, est-ce que je vais être fière d'être descendant d'un collabo ou d'être descendant d'un nazi? Eh bien, pas forcément. Là aussi, tout ce que nos ancêtres ont commis comme acte à cette époque-là, les descendants le portent encore. Et si on regarde que ce soit les bourreaux ou les victimes d'un événement collectif, il y a beaucoup de traces justement dans occuper pleinement sa place et être légitime, avoir le droit d'exister. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations qui sont de nouveau un tas d'informations en condensé vont pouvoir vous aider à regarder votre art, à regarder à quelle époque vos ancêtres ont vécu, qu'est-ce qui se passait dans la vie de vos ancêtres qui est lié au fait d'être légitime ou pas. Il y a aussi les faillites, parfois dans les familles, mais ça on pourrait en parler quand on va regarder le côté abondance et financier, qui crée le fait de se sentir moins. Donc regardez dans votre arbre tous les programmes qui sont inscrits dans le fait de je suis à la hauteur, j'occupe pleinement ma place, mais quand j'occupe pleinement ma place, ce n'est jamais au détriment de quelqu'un d'autre. Être dans sa puissance d'être, ce n'est pas être dans la toute-puissance. Parce qu'on est aussi dans un système où il y a beaucoup de toute-puissance, et qui règne sur votre arbre familial, qui était dans la toute-puissance, qui était reconnu et qui écrasait parfois peut-être les autres ou qui se permettait d'exclure l'une ou l'autre branche de la famille si ça ne correspondait pas à leur soi-disant valeur, mais c'est surtout à leur pouvoir et leur besoin de contrôler ce qui est. Donc voilà, je me perds là à la fin de la vidéo, donc regardez partout sur 4 générations et regardez comment vous avez été accueillis et quelles sont déjà toutes les expériences de vie que vous avez vécues qui ont validé le fait que vous n'êtes pas à la hauteur, le fait que vous n'êtes pas légitime, etc. Donc c'est un travail que vous pouvez faire, eh bien voilà, seul, je vais dire, ou bien sûr accompagné. Donc si vous avez envie d'être accompagné dans ce domaine, eh bien bienvenue pour une consultation individuelle ou bienvenue lors d'une journée de constellation de groupe. Donc pour toutes les informations de groupe, vous les retrouvez toujours sur ma page Facebook qui est la page Être Essence. Et nous allons probablement, ou je vais probablement, c'est pas encore décidé pleinement, créer un groupe dans lequel vous pourrez fermer, dans lequel toutes les personnes qui travaillent leur transgénérationnel pourront poser leurs questions et où je ferai un maximum pour y répondre. Donc, ceci est la 4e vidéo d'une série de 6-7 vidéos. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons regarder dans le transgénérationnel l'axe du donner et du recevoir pour voir comment est-ce que je donne au monde et quelle est ma capacité de recevoir. La capacité de recevoir est une capacité, j'ai envie de dire, de base pour tous les autres domaines de notre vie. Donc rendez-vous dans la 5e vidéo pour parler du donner et du recevoir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, suivant le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.